D'abord, nous ouvrons ce journal sur cette information politique qui nous est parvenue il y a un peu plus d'une heure seulement. Bassirou Diomaye Faye choisit Aminata Touré pour conduire le processus de réorganisation de la coalition Diomaye Président à la place d'Aïda Mbodj. Dans une lettre datée de ce mardi 11 novembre, Bassirou Diomaye Faye explique qu'il a notifié à Aïda Mbodj la fin de sa mission à la tête de la structure en septembre dernier, non sans la remercier pour son engagement et son dévouement sans commune mesure pour la victoire du 24 mars 2024. À charge pour elle de convoquer la conférence des leaders dans les meilleurs délais afin de passer le témoin à son successeur. Il poursuit que 2 mois après, la léthargie et les facteurs de division persistent malgré l'intérêt suscité par la coalition et les nombreuses demandes d'adhésion exprimées par plusieurs personnalités et organisations politiques partageant l'idéal politique et les valeurs de la coalition. Pour rappel, lors du Terra Meeting de samedi dernier, le président de PASTEF Les Patriotes, Ousmane Sonko, avait exclu tout remplacement de Aïda Mbodj à la tête de la coalition Diomaye Président. Nous reviendrons bien sûr plus largement sur cette information dans nos prochaines éditions. C'est demain mercredi que s'ouvre la période de dépôt des candidatures au concours d'entrée à l'école de formation des avocats du Sénégal. Mais les conditions d'accès à ce nouveau centre sont décriées par une partie des étudiants ou diplômés en droit. Non seulement le nombre d'admis sera limité à 75, mais les frais d'inscription et de scolarité ont nettement augmenté par rapport aux frais acquittés dans le passé pour accéder au stage et pour passer l'examen d'aptitude à la profession d'avocat. L'Ordre des avocats explique la nouvelle formule et la hausse des frais par la nécessité de se conformer à la réglementation communautaire. Explication Aminata Mbaresso. Ce 12 novembre, date d'ouverture des dépôts pour le concours d'entrée à l'école de formation des avocats. Pour cette année, la formation des avocats se fera avec une nouvelle formule. La formation a été évaluée parce que ces chiffres-là ne sont pas sortis du néant. Le budget de l'école est arrêté actuellement à la somme de 114 350 000 francs CFA. 114 350 000 francs CFA. C'est ça le budget de l'école. Et les frais de scolarité ne serviront pas au fonctionnement ni de l'ordre, ni de cette, mais au fonctionnement de l'école, c'est-à-dire au profit des élèves avocats eux-mêmes. Lors du dernier concours, la somme fixée concernant les frais d'inscription s'élevait à 20 000 francs. À notre grande surprise, cette année, ils ont augmenté les charges jusqu'à 50 000 francs. Vous voyez la différence. Ils ont quitté 20 000 pour venir à 50 000. Voilà, ça c'est injuste et ce n'est pas du tout normal. Et selon nous, c'est tout à fait injuste de vouloir mettre en branle des mécanismes d'éviction juste pour enlever les fils des gorgorles et les filles des gorgorles. Une nouvelle démarche des dépenses des charges de plus. Conséquence, le coût de la formation est revu à la hausse. Il y a également une autre somme de 100 000 francs concernant les frais de scolarité. C'est-à-dire que quand par exemple quelqu'un réussit le concours, chaque mois il doit payer une somme de 100 000 francs. Maintenant, si on fait par exemple le cumul, ça va avoisiner la somme de 1 250 000. Bon, notre message, c'est on appelle juste à l'ordre des avocats du Sénégal de revenir à des meilleurs sentiments et de revoir ce communiqué. Que ce montant de 50 000 francs a été fait suite à une révision. Le montant initial était de 100 000 francs. C'est le Conseil de l'ordre qui a demandé à ce que ce montant-là soit revu à la baisse parce que nous sommes conscients que les temps sont difficiles pour tout le monde. Que c'est également une préoccupation de l'État. C'est la raison pour laquelle ça a été ramené à ce montant-là. Parce que c'est l'ordre seul qui supportera le coût de la formation au moment où je vous parle.
Nous sommes conscients que c'est difficile pour tout le monde, y compris pour nous-mêmes. Et c'est la raison pour laquelle nous avons tardé à démarrer. Aujourd'hui, nous sommes les derniers de l'espace UEMOA. Dans les autres pays, les barreaux sont à peut-être 2 ou 3 promotions. Nous, on vient de démarrer notre promotion. Simplement parce que longtemps, nous avons essayé de trouver des moyens alternatifs qui nous permettent de ne pas alléger le coût de la formation. Et c'est ça qui explique ce montant de 50 000 francs pour l'inscription. Intenable pour certains postulants au concours, les frais d'inscription ainsi que la scolarité jugée trop élevée. Nous, tout ce que nous pouvons faire, c'est dénoncer. Et on espère que les autorités compétentes vont nous entendre et elles vont réagir. Pourquoi je dis ça? Parce qu'ils sont censés réguler la vie des gens. Et maintenant, comme le dispose l'article 1er de la Constitution du Sénégal, tous les hommes naissent libres et égaux en droit et en dignité. Et ça, c'est une rupture d'égalité. Ça, c'est injuste. Après ce concours, 75 candidats seront au total admis pour suivre une formation avant l'obtention du certificat d'aptitude à la profession d'avocat. Mais déjà, certains candidats s'inquiètent du coût élevé de cette formation. Venons-en maintenant à cette série de cambriolages dans plusieurs localités du pays. À Thiès, c'est le campus social de l'université Iba Der Thiam qui a été attaqué par des agresseurs. Les agresseurs qui étaient armés de fusils et de coupe-coupe. Les étudiants dénoncent un manque de sécurité au sein de l'université. Ils ont tenu un point de presse. Voici Abdel Momar Diouf, le président de la conférence des amicales d'étudiants de l'université Iba Der Thiam de Thiès, au micro de Cheranta Diop et c'est la tire. Des gens non identifiés encagoulés qui ont attaqué notre campus social, qui ont traumatisé des étudiants en leur pointant des fusils et des machettes, qui ont attaqué des boutiques et des cambriolés avec une grosse somme d'argent. Ce que nous voulons, c'est que la sécurité de l'université est primordiale. Aujourd'hui, il faut que les deux institutions puissent se mettre sur une table avec les étudiants et puissent discuter de la marche à suivre pour sécuriser l'ensemble de l'université. Parce qu'aujourd'hui, l'université est configurée de telle sorte qu'il y a beaucoup de laisser-aller, il y a beaucoup d'ouvertures. Et ces ouvertures font que n'importe qui peut entrer dans notre université à n'importe quel moment sans qu'il puisse y avoir le dispositif sécuritaire nécessaire afin de garantir la sécurité des étudiants. Ce que nous souhaitons réellement, c'est qu'au niveau de chaque ouverture, qu'il puisse y avoir une porte. Et au niveau de chaque porte, il puisse y avoir un poste de contrôle. Et que pour les gens de sécurité, qu'ils puissent être bien équipés afin d'assurer la sécurité des étudiants. Nous lançons un appel à toutes les autorités que notre université puisse avoir une sécurité beaucoup plus importante que ça. Quand vous entrez à l'université, il n'y a pas une fouille assez normale qui a été faite. Au devant de l'université, il n'y a pratiquement pas de lumière la nuit. Nous sommes dans une insécurité constante parce que des étudiants habitent ici. Des étudiants habitent aux alentours et de temps en temps ils viennent se restaurer, même pendant la nuit. Il y a de temps en temps des cas d'agression. Et on peut dire que cette situation aussi, ce n'est pas la première fois que ça se passe parce qu'il y a 2 ans, voire 3 ans cela, nous avons subi une attaque ici avec des machettes que nous avons repoussées nous-mêmes en tant qu'étudiants. Il faut sécuriser l'université. Il faut mettre en place des murs qui sont à hauteur convenable. Il faut que des caméras de surveillance puissent être installées au niveau de notre université. À Ourossogui, dans la région de Matam, les malfaiteurs ont attaqué un commerce de téléphone et ont emporté une valeur de 17 millions de francs CFA. Informés, les éléments de la gendarmerie de la brigade territoriale de Ourossogui se sont rendus sur les lieux pour faire le constat. Le propriétaire leur a remis des vidéos enregistrées par la caméra de surveillance. Toujours dans ce chapitre, dans le département de Bakel, des passagers d'un véhicule de transport en commun qui revenaient du marché hebdomadaire de Gabou sont tombés dans une embuscade des malfaiteurs encagoulés et lourdement armés. Le bilan fait état d'un blessé et d'une importante somme d'argent emportée. Ce braquage a eu lieu entre les villages de Fétégoloni et Gabou en début de soirée hier. Le Centre des hautes études de défense et de sécurité prépare la 3e édition de son colloque international prévu jeudi et vendredi prochain à Dakar. L'objectif est de réfléchir sur les voies durables de gestion de la paix
par une gouvernance souveraine des ressources et des frontières. À ce sujet, écoutons le général de brigade Jean Diémé, le directeur général du CHETS au micro de Amadouba. Nous allons aborder la thématique de comment gagner la paix en Afrique de l'Ouest pour une gouvernance souveraine des ressources et des frontières. Ces colloques que nous organisons sont des espaces d'échange et de dialogue et qui nous permettent de voir sur des points précis concernant la sécurité, la défense et la paix, quelles sont les dernières tendances, quelles sont les différentes opinions et surtout d'encourager les interactions. Parce que c'est de cela qu'il s'agit. Échanger pour pouvoir essayer de proposer des solutions aux problématiques qui nous concernent dans la sous-région. C'est normal aujourd'hui que nous soyons tous concernés par ce qui se passe au Mali. Mais ça, c'est la sécurité collective. Qu'est-ce que nous allons faire dans ce domaine-là? Et en même temps, nous avons des États qui ont leur souveraineté. Aujourd'hui, il y a des propositions, si vous avez suivi la presse, qui demandent aux Sénégalais d'intervenir au Mali. Mais il y a la souveraineté malienne. Si les autorités maliennes ne demandent pas aux autorités sénégalaises quoi que ce soit en ce domaine, mais il n'y aura rien qui puisse se faire. Si vous vous souvenez bien, en 2013, il a fallu que Dioncounda Traoré officiellement écrive une lettre à M. Hollande, le président français, pour réclamer une intervention des autorités françaises. Aujourd'hui, la situation dans l'espace CEDEAO, mais ça nous amène à cette problématique. Il y a à la fois un besoin en sécurité collective, mais également il y a l'affirmation des États de leur souveraineté. Au Mali, justement, la situation devient de plus en plus difficile pour les transporteurs. En cause, une grave pénurie d'hydrocarbures et des problèmes de sécurité sur les routes. Conséquence directe, le transport routier des camions et bus maliens est temporairement suspendu. À la gare des Beaux-Maraîchers à Dakar, plusieurs véhicules sont à l'arrêt, bloqués dans l'attente d'un retour à la normale. Les chauffeurs, eux, dénoncent les tracasseries sur la route et les multiples contrôles qui compliquent leur quotidien. Pendant ce temps, les voyageurs se font rares dans l'attente que le calme revienne au Mali. Reportage à la gare routière des Beaux-Maraîchers ici à Dakar, à Befay. Le transport routier des camions et bus maliens est suspendu. Les véhicules sont actuellement stationnés à la gare des Beaux-Maraîchers de Pékin, sans possibilité d'entrer ni de sortir. Cette situation est liée à une pénurie d'hydrocarbures qui sévit dans ce pays frontalier du Sénégal. Les transporteurs rencontrent déjà de nombreuses difficultés. Ce qui se passe au Mali actuellement, forcément, ça affecte le transport. Parce que les bus avant, ils mettaient moins de 24 heures souvent pour rentrer à destination. Mais au jour d'aujourd'hui, les bus ils font 48 heures souvent, 72 heures. C'est compte tenu des difficultés. La liste est loin d'être exhaustive, affirment certains chauffeurs. Ils dénoncent les tracasseries sur la route, les forces de défense et de sécurité trop présentes, ainsi que les multiples postes de contrôle qui perturbent leur sommeil et leur trajet. Il y a 4 postes de contrôle seulement. Mais ici, à quitter aux frontières jusqu'à ici, on ne connaît pas de poste. Chaque 5 minutes, tu arrêtes. Tu donnes policier, tu donnes gendarmerie, c'est pas bon. Il y a beaucoup de retard. Quand tu fais 5 minutes de retard, ça a beaucoup de temps. Les voyageurs se font rares, préférant attendre que la situation revienne au calme au Mali avant de reprendre la route. L'actualité malienne a fait beaucoup le travail ici, parce que ça fait qu'il y a moins de passagers et il y a moins de bagages encore. Donc les gens voyagent. Ils ne voyagent pas comme auparavant. Chauffeurs et transporteurs patientent encore, espérant le retour du calme au Mali pour pouvoir reprendre la route comme d'habitude, dans la sérénité. Émigration clandestine à Mbour, le préfet du département plaide pour l'implantation d'une unité de la Marine nationale et une maison d'accueil des migrants. Le comité interministériel pour la lutte contre l'immigration irrégulière a réuni les comités de lutte contre l'immigration clandestine à Mbour, présidé par le préfet. Cette rencontre a permis de renforcer les communautés locales sur la lutte contre ce phénomène. En ce sens, le préfet de Mbour plaide pour l'implantation donc de la marine, enfin de cette unité de la marine et la construction d'une maison pour accueillir les personnes interceptées. Voici Amadou Diop au micro de Ndeye Matidien et Mamadou Gueye. L'objectif était de partager donc
d'échanger, donc de faire des partages d'expériences, mais aussi de faire des suggestions pour une plus grande efficacité dans la lutte contre la migration irrégulière. Et les membres du comité départemental donc, ont proposé donc, des lignes d'action, des idées pour mieux renforcer la stratégie. Et à mon avis, donc, parmi ces propositions, nous pouvons noter donc, une présence de la marine à Mbour pour renforcer la lutte, mais aussi l'implantation de maisons d'accueil dans certaines zones de Mbour, comme Joal, comme Mbour, comme la zone de Sindia. Parce que ces maisons nous permettront donc une bonne prise en charge des migrants interceptés qui devront subir des auditions au niveau de la gendarmerie ou bien de la police. Nous avons aussi mis l'accent sur la sensibilisation, sur l'approche communautaire donc, pour vaincre ce fléau parce que ça cause des morts, fléau parce que c'est des arrestations, donc, mais aussi des incarcérations dans les pays d'accueil. Tout autre chose maintenant, le redéploiement d'une demi-douzaine d'enseignants par l'inspection d'académie de Pikine Guédiawaye suscite la colère du collectif des professeurs des lycées Seydina Limamoulaye et Imam Abdou Azizi Dabar. Les enseignants dénoncent une mesure injuste et promettent de se battre jusqu'au bout. Là-dessus, je vous propose d'entendre l'un d'entre eux, Atoubey, au micro d'Abdoulaye Patéane. Notre inspecteur d'académie, il a décidé de faire un redéploiement en usant de l'argument d'autorité. Elia n'a pas pris en compte tout cela, alors a décidé de manière unilatérale et sans concertation aucune de nous imposer des décisions de redéploiement. Nous n'acceptons pas ces mesures injustes et qu'en réalité, ce problème s'est toujours posé dans cette académie. Les IA qui l'ont précédé ont toujours favorisé la concertation. Ensemble, nous avons eu à trouver des solutions pour que toutes les classes de l'académie fonctionnent correctement en acceptant même des redoublements horaires, des compléments horaires. Mais lui, en réalité, il semble vouloir vraiment user de la force et nous sommes prêts à lui dire que ces décisions-là ne passeront pas. Nous lui proposons absolument de revenir à la négociation, de renoncer à ces redéploiements, de rencontrer les enseignants concernés et qu'ensemble, on trouve la meilleure solution. S'il persiste à vouloir nous persécuter, nous allons intensifier la lutte. Et nous sommes en train déjà de faire passer une pétition dans tous les établissements, collèges et lycées de l'académie de Pikine Guédiawaye. Et s'il ne revient pas sur sa décision, nous allons exiger tout simplement le départ de l'IA comme préalable à toute négociation. La 15e édition du Forum mondial des services pour le conseil rural s'est ouverte ce matin au CICAD avec une quarantaine de délégations venues d'Afrique et d'Amérique latine, présidées par le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Souveraineté alimentaire. La rencontre met en lumière l'urgence d'un meilleur accompagnement des familles rurales. Pour le directeur de l'ANCAR, il est impératif d'améliorer les rendements, de s'ajuster aux profondes mutations du secteur et de faire face aux effets du changement climatique. Écoutons El Hadj Faye au micro d'Abdou Diouf Diagne et Ahmadou Bamba Samb. Aujourd'hui, on sait que l'agriculture, partout dans le monde, est confrontée à beaucoup de défis. Le défi de nourrir une population de plus en plus croissante, mais également les défis du changement climatique. Donc, il faut nourrir cette population croissante, mais en adoptant des méthodes qui, effectivement, permettent d'assurer une certaine durabilité des ressources naturelles et de la biodiversité. C'est pourquoi, en termes d'accompagnement des producteurs, il faut revoir nos méthodes, revoir nos outils, revoir la façon dont on travaille avec les producteurs. Et ces genres de rencontres sont un espace pour effectivement permettre à tous ces acteurs que j'ai cités de pouvoir discuter de ces enjeux, mais également de voir comment davantage on peut répondre à la préoccupation des producteurs. Le conseil agricole a beaucoup évolué. Au début, on parlait beaucoup d'encadrement. C'est l'État qui fixe ses objectifs et qui dit on va faire ça et tout le monde s'y met. Par la suite, les gens ont évolué vers ce qu'on appelle le concept de vulgarisation, qui est un concept également qui permet, en tout cas, qui regroupe tout ce qui est transfert de technologie. Mais aujourd'hui, le conseil est plus global.
ça regroupe le transfert de technologie, ça regroupe tout ce qui est formation effectivement sur les aspects techniques, mais ça regroupe aussi beaucoup d'autres services, que ce soit l'accès à l'information climatique par exemple, que ce soit l'intermédiation pour la faciliter aux paysans d'accéder au crédit, d'accéder aux semences, d'accéder au matériel agricole. Justement, pour réduire l'impact du changement climatique, l'école et les collectivités territoriales engagent le combat. Le programme national de développement local a initié à Diourbel un atelier de 4 jours pour renforcer les capacités des acteurs. Babacar Diouf et Ndongo Ndiaye. Alassane Ndiaye, inspecteur de l'enseignement à l'IA de Diourbel, l'école peut être une arme contre les changements climatiques. Les différentes possibilités d'intervention au niveau de l'école, en termes de sensibilisation, en termes d'information, en termes de formation, mais également en termes de changement de comportement au niveau communautaire, mais également au niveau école. Une conviction partagée par les élèves qui s'engagent à les combattre. Et je vais repasser cette information aux élèves, à mes amis et aussi à mon quartier. De l'avis du professeur Mathielo, président de l'association Gaïa, même si le mal est trop profond, un changement est possible. Et quand il n'y aura plus personne sur la planète, cette croissance, elle profitera à qui? Oui, il est possible de changer. Aujourd'hui, par exemple, si je prends l'exemple de l'énergie, à la place de l'énergie thermique, on peut progressivement utiliser les énergies alternatives. Le colonel des eaux et forêts, Babacar Dia, préconise une mobilisation de tous pour l'atteinte des objectifs. C'est que les gens se mobilisent pour ne pas attendre, ne pas croiser les bras et dire que la lutte doit être menée par tel ou tel autre. La lutte doit être menée par nous tous. Cet atelier de renforcement de capacité des acteurs, des collectivités territoriales et du système éducatif initié par le PNDL a permis de mieux sensibiliser sur les méfaits des changements climatiques à Diourbel. Allons maintenant dans la région naturelle de la Casamance où les déclarations à l'état civil sont jugées très faibles dans certaines communes des régions de Sédhiou, Kolda et Ziguinchor. Le projet d'appui à l'état civil soutenu par l'Agence espagnole de coopération internationale pour le développement et mis en œuvre par l'Agence nationale de l'état civil a organisé une activité d'orientation des hommes de médias et relais communautaires. Reportage Bakary Conté avec les images de Khalid Djemé. Civiles ne sont pas très fréquentes dans certaines zones des régions de Sédhiou, Kolda et Ziguinchor. L'Agence nationale de l'état civil invite les populations à un changement de comportement. La région de manière générale est sur la liste rouge. Sur la liste rouge parce que les taux, oui je dirais les taux de déclaration des naissances par rapport à la naissance, il y a moins de problèmes. Mais par rapport au décès, par rapport au mariage, vraiment les taux sont très faibles. Raison pour laquelle vraiment on lance un appel à l'ensemble des familles d'acteurs, on lance un appel aux autorités vraiment à encore à conscientiser davantage les populations pour qu'elles fassent les déclarations systématiques. Parce qu'on ne peut pas se développer sans un état civil fiable. Et on ne peut pas avoir un état civil fiable si les faits d'état civil, les naissances, les mariages, les décès ne sont pas déclarés de manière systématique. Parce que quand on ne fait pas la déclaration de manière systématique, ce qu'on va faire, c'est la régularisation. Ou laisser la personne, l'enfant par exemple, à ne pas avoir d'état civil. Et une personne sans état civil, elle n'existe pas. Plusieurs causes expliquent cette situation. Un atelier d'orientation des hommes des médias et relais communautaires a eu lieu à Sédhiou. Ça nous a permis encore d'avoir des aperçus sur l'éclairage encore sur certaines questions, sur les non-déclarations des actes, des différents actes, à savoir naissance, mariage et décès. Donc sur le rôle des acteurs qui doivent s'impliquer pour faciliter, pour que les gens puissent être conscientisés sur la déclaration dans le délai. Après cette activité, l'Agence nationale de l'état civil prépare activement la célébration de la Semaine nationale de l'état civil qui aura lieu la semaine prochaine.
Sport basketball, Adam Silver, le commissaire de la NBA, annonce l'implantation dans un avenir proche de 16 franchises permanentes en Afrique. C'est à l'étape des discussions, précise Amadou Galofal, le président de la Basketball Africa League, BAL, qui révèle par ailleurs que dans l'actuel partenariat avec la Fédération internationale de basket, il est stipulé la participation d'équipes issues des qualifications Road to BEL qui se déroulent actuellement. Il l'a dit au cours d'un entretien accordé à IGFM. Nous avons l'intention de passer dans une autre phase pour encore mieux implanter la Basketball Africa League et réaliser nos ambitions. Comme vous le savez, les équipes participantes peuvent changer chaque année et cela rend difficile de créer une fanbase solide comme ça se passe en NBA aux États-Unis d'Amérique. Par exemple, s'il avait le même club sénégalais chaque année, ce serait une plus-value réelle. Toutefois, nous n'envisageons pas une ligue totalement fermée, comme stipulé dans notre partenariat avec la FIBA. Il y aura toujours des équipes qui passeront par des qualifications pour participer à la Basketball Africa League. Avec la FIBA, nous visons toujours le meilleur pour le développement de cette ligue et son impact sur le basketball africain. Voilà pour l'actualité de ce mardi 11 novembre. Merci d'avoir suivi ce journal, mais restez avec nous dans un instant, notre invité du soir.